Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vous explique un peu pourquoi on est là. Avec mes collègues Michel Larive, qui est membre aussi de la commission éducation et affaires culturelles, et ma collègue Sabine Rubin, qui est très intéressée par ces questions-là, on fait une série d'auditions dans le cadre de la LPPR qui va arriver très vite en commission et dans l'hémicycle. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter et nous dire chacun à votre tour, vous pouvez prendre une dizaine de minutes sans souci. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi LPPR, notamment sur les modalités de financement, les nouveaux types de contrats, l'ouverture aussi au privé et la philosophie générale, et puis après on fera les questions-réponses. Qui veut commencer ? Moi, je suis Hugo Harari-Kermadec, je suis économiste à l'ENS Paris-Saclay et je suis membre d'un groupe de recherche qui s'appelle ACID, qui travaille sur l'enseignement supérieur, et je suis mobilisé dans le cadre des facs et des labos en lutte. Moi, je m'appelle Élodie Borda-Chauvin, donc je suis maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris 8 et mon laboratoire, c'est le CRESPA, et je fais également partie du collectif des facs et labos en lutte. Et moi, je suis Julien Gossat, je suis maître de conférence en informatique au laboratoire ICUBE à l'Université de Strasbourg, et j'ai surtout occupé beaucoup de positions dans des conseils au sein des universités avant de commencer à vraiment m'intéresser à ce qu'est l'université. Très bien. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez me dire chacun à votre tour ce que vous pensez de ce projet de loi? Est-ce qu'il répond à vos attentes ou pas? Et revenir, faire un petit focus sur les modalités de financement. Et ce qui vous paraît le plus important dans ce projet de loi? Alors, bon, moi, ce qui m'a frappé avec la LPPR, c'est quand même son absence de rationalité, au moins en apparence, quoi. On voit que les analyses de la communauté ils sont complètement ignorées. La question des carrières est réduite à des questions purement salariales. Et surtout, il y a la question de l'intégrité scientifique qui est carrément absente, alors qu'elle est sur le devant de la scène, non seulement en France, mais à l'échelle internationale. Alors, pourtant, quand on prend un petit peu de recul, on peut trouver une forme de rationalité dans cette loi. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous proposer, de prendre ce recul pour essayer de la voir un petit peu différemment. Alors, deux éléments de contexte pour arriver à saisir ces choses-là. Au niveau historique, après-guerre, on a constaté une massification scientifique et éducative à l'échelle mondiale sur fond de transition économique dans les pays occidentaux. Alors, cette massification, elle s'appuie sur la croissance dans un cercle vertueux où l'investissement dans l'ESR permet une montée en qualification de la population, qui ensuite permet une montée en productivité, donc plus de croissance, ce qui permet ensuite de réinvestir dans l'ESR, enseignement supérieur et la recherche. Donc ça, c'est le cercle qui a permis qu'en 50 ans, on passe de 10 à 80% des bacheliers par tranche d'âge, par exemple. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que ce cercle s'est brisé au milieu des années 90, une fois à l'échelle internationale en Occident, et on observe une stagnation éducative avec une forme d'aboutissement de la désindustrialisation de l'économie. Ce que ça génère, c'est que les dirigeants perdent foi dans ce cercle vertueux et donc re-questionnent complètement la manière de gérer le SR qu'on a eu au XXe siècle. Alors, typiquement, l'augmentation du nombre de scientifiques et du nombre d'étudiants n'apparaît plus si utile. Le lien recherche-formation, qui était un des fondements de notre université, est questionné. Il semble coûter cher plus qu'autre chose. L'université des établissements universitaires en France aussi est questionnée, c'est-à-dire ça semble archaïque. On voit bien que c'est plus dans l'air du temps. Alors là, on retrouve une forme de rationalité, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à massifier, à augmenter le niveau de qualification et les connaissances de la population, mais on cherche plutôt à optimiser, à spécialiser chaque établissement, chaque carrière, chaque parcours. Et là, on retrouve bien toutes les réformes qu'on a en France depuis 15 ans. On cherche à spécialiser. Alors, deuxième élément de contexte qui arrive au début du XXe siècle, c'est la transformation du système de publication scientifique à l'échelle mondiale, encore une fois. Ça s'est fait sur fond de développement, évidemment, des technologies de communication et d'édition qui permettent à la fois aux chercheurs et aux éditeurs de travailler beaucoup plus vite et de diffuser leurs travaux beaucoup plus facilement et à une échelle qui est incomparable par rapport à ce qu'on savait faire avant. Du coup, on assiste à une globalisation de la connaissance et de son exploitation.
Et cette globalisation se fait sur fond de montée de la quantification, de la bibliométrie. Donc c'est ce on voit avec les H-index, les classements, c'est-à-dire qu'on mesure de plus en plus de choses de façon de plus en plus automatique. Et ces techniques-là, en réalité, elles ont que 15 ans, hein, c'est assez récent. Et ce que ça a généré, c'est que les rivalités scientifiques qu'on avait avant sont transformées peu à peu en une forme de compétition globale. Et dans cette compétition, le dopage devient quasiment obligatoire. C'est ce qui engendre les inconduites scientifiques qu'on connaît à l'heure actuelle, puisque ça octroie des avantages vraiment indéniables hein, dans les carrières des scientifiques, mais ça booste aussi les modèles économiques des éditeurs, donc ça profite un petit peu à tous les acteurs. Alors, par exemple, un des indicateurs très simples, le nombre de publications avec plus de 1000 auteurs a doublé en 5 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un article scientifique rédigé par plus de 1000 personnes, c'est absolument impossible. Donc on voit bien que là, on a des catégories de publications qui sont plus de la diffusion scientifique, mais qui sont autre chose, qui sont de la construction de CV ou du modèle économique. Alors dans ce nouveau contexte, les modèles de production scientifique du XXe siècle, en réalité, deviennent caducs. C'est-à-dire que la science se nécrose à l'heure actuelle sous l'effet des inconduites et de la surproduction. Alors, les conséquences sont innombrables. Hein. Par exemple, on a écrit plus sur le coronavirus en 6 mois que ce qu'on a pu en lire. Donc, c'est-à-dire qu'on a écrit des choses qui n'ont jamais été lues, ce qui est très dangereux, parce qu'on peut rater des choses importantes et en même temps, on perd du temps à lire des choses qui ne sont pas importantes. En France, aujourd'hui, une entreprise qui souhaite faire un projet de R&D ne peut pas accéder à une connaissance visible dans son domaine. Si elle va sur un moteur de recherche et qu'elle tape ses mots-clés, elle va tomber sur beaucoup trop d'articles parce que les scientifiques sont poussés à publier beaucoup trop. Donc, il y a beaucoup trop de choses à lire pour ce qu'il y a réellement à comprendre. Et ça, c'est bon pour personne. Alors, face à ces constats, en réalité, toutes les nations sont face à un choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on va accélérer pour tenir dans cette compétition ou est-ce qu'on va plutôt ralentir? Et ça, la LPPR ne répond pas à cette question fondamentale. Alors, du moment qu'elle n'y répond pas, en réalité, elle ne propose pas un nouveau modèle. Elle se contente juste d'aménager à la marge le modèle existant qui est en réalité plus adaptable, non du tout. Donc là, on retrouve une forme de rationalité qui explique, par exemple, l'absence de considération pour l'intégrité scientifique. Si on l'aborde, alors toute la LPPR, tout notre modèle est remis en cause. Donc on est obligé d'ignorer cette question pour pas avoir à remettre trop de choses sur la table. Donc au final, on se contente de rajouter des moyens, de bricoler de nouveaux statuts propres à doter la quantité de production scientifique, mais sans vraiment s'adapter, sans répondre aux questions qui se posent à nous à l'heure actuelle. Alors, deux choses derrière, c'est est-ce qu'on est vraiment sûr d'être en mesure de déployer suffisamment de moyens pour concurrencer les USA et la Chine, même les GAFAM, et tout ça sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur ce qu'ils savent faire, produire énormément et faire beaucoup d'innovations. Alors typiquement, le budget R&D d'Amazon, par exemple, est supérieur à celui du MESRI. Là, on commence à avoir des entreprises qui dépensent plus en R&D que des États. Ça nous indique que la décennie qui vient va avoir des changements profonds dans les équilibres scientifiques mondiaux. Alors, l'alternative qu'il nous faut étudier, c'est pas tant de renforcer le modèle existant, ce que fait la LPPR, mais la création d'un nouveau modèle. Ce nouveau modèle pourrait s'adosser à ce qu'on pourrait appeler une exception scientifique française, et cette exception, elle pourrait être définie par des libertés académiques exceptionnelles et une libération des chercheurs face à la bibliométrie, et tout ça dans l'objectif d'assurer une meilleure intégrité scientifique. Alors, une telle approche, on pourrait prédire 3 conséquences à court terme. D'abord, la baisse de la quantité des publications, puisque si on cesse de mettre la pression aux chercheurs, ils vont moins publier, ça c'est une certitude, et donc une chute dans les classements internationaux, ça c'est à peu près sûr. Mais le deuxième effet qu'on va avoir, c'est une augmentation de la qualité des publications. Si on publie moins, on publie mieux. Et donc, ça permet une meilleure visibilité internationale des travaux. C'est-à-dire que quand les chercheurs internationaux vont voir marquer France, ils sauront que c'est des articles qui ont été publiés parce qu'on les a jugés bons, on a pris le temps de les faire, et pas seulement pour participer à une compétition. Et la troisième chose qui arrive derrière, c'est que ça génère une amélioration des conditions de recherche, et ça, c'est quelque chose que les chercheurs sont très friands. Donc, en réalité, ça serait un moyen d'améliorer l'attractivité des carrières, y compris à l'international, et tout ça sans moyens particuliers. Alors l'idée là derrière, ça serait d'instaurer justement sans coût particulier une forme d'exemplarité française.
c'est pas vraiment seulement une bonne chose à faire, c'est aussi peut-être l'aboutissement en réalité des systèmes de recherche internationaux, parce qu'on voit bien que le système actuel, il est à court terme, il va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et la question, c'est pas tant est-ce qu'on doit le faire premier, c'est-à-dire que clairement, il va y avoir des changements, et soit on essaie d'être plus ou moins leader sur ces changements, soit on sera à la traîne. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Madame Borda-Chauvin, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, je voudrais commencer par parler un petit peu de ce projet de loi et accentuer deux points. Le premier est que ça va renforcer la précarité qui existe déjà au sein de l'université en France. Et mon deuxième point, ça sera que les financements sont insuffisants. Donc, ce projet de loi de programmation de la recherche, il va modifier ou il veut modifier en profondeur le droit de l'enseignement et de la recherche. Et nous considérons qu'il va institutionnaliser plus de précarité à l'université alors que la situation est déjà intolérable. Comment ? En proposant plusieurs dérogations au statut de fonctionnaire d'État et donc des financements très insuffisants. Surtout parce qu'il engage budgétairement l'État et surtout ce gouvernement très peu, et puisque ça concerne une programmation sur 10 ans. Donc plus de précarité, pourquoi ? Eh bien parce que, commençons par ce que déplorent les auteurs de ce texte, c'est la complexité de l'organisation de la recherche en France qui ne serait pas lisible à l'international, qui expliquerait le décrochage du pays. Sauf que ce projet de loi, il va encore plus complexifier la situation française en créant une autre dérogation, un autre statut. Donc avec ces chaires de professeurs juniors, il serait créé pour répondre à un besoin d'attractivité des carrières universitaires en France. Or, on considère que c'est le taux de succès au concours de maître de conférence, par exemple, toute discipline confondue, il est de 13%. Donc, on peut déjà affirmer que cette attractivité, elle est déjà très importante. Et pour les concours de chercheurs au CNRS, c'est encore plus concurrentiel. Pourquoi ces postes sont si attractifs ? Parce qu'ils sont pérennes et parce qu'ils permettent la liberté de la recherche dont parlait mon collègue Julien Gossa. Donc, pour revenir un petit peu sur ces chaires de professeurs et de directeurs de recherche juniors. Donc, d'abord, ce sont des CDD d'une durée entre 3 ans et 6 ans qui peut déboucher ou non sur un poste de professeur des universités ou de directeur de recherche. Donc, si on rajoute ces 3 à 6 ans aux années de postdoc qu'il y a déjà actuellement, ça veut dire une entrée dans la profession avec un poste de titulaire encore plus tardive qu'actuellement. Pour prendre un exemple que je connais bien, le mien, j'ai été recrutée à 35 ans après 2 postdocs, dont un à l'étranger, et 600 heures de cours de vacation. Donc, et je suis dans la moyenne des sciences sociales. Donc, ça veut dire reculer encore cet âge de titularisation. Ensuite, ces recrutements dérogatoires, donc, ils peuvent représenter jusqu'à 25% dans les corps concernés et 50% des recrutements annuels d'un établissement. Donc, c'est vraiment énorme. En plus, les conditions de cette titularisation. Donc, ça dépendrait d'une commission de recrutement, et ça, c'est une nouveauté qui a été introduite après que ça soit retoqué par le Conseil d'État. Ça serait de 1/3 de membres extérieurs contre 2/3 d'internes, alors qu'actuellement, pour un concours de maître de conférence, c'est 50-50. Donc, cette mesure, elle s'affranchit aussi de l'examen de la qualité scientifique par une instance nationale, puisque ce titulaire, cette personne qui postulerait sur un poste de chaire junior n'aurait pas besoin d'avoir la qualification par le Conseil national des universités, donc ce qui est nécessaire pour le recrutement des maîtres de conférence. Ensuite, un autre problème avec ce statut, c'est qu'il entre directement en concurrence avec celui des maîtres et maîtresses de conférences et des chargés de recherche. L'évolution de carrière, elle est déjà compliquée. Pourquoi elle est compliquée ? Parce qu'il y a un gros manque de postes de professeurs et de directeurs de recherche. Donc, on a encore le principe d'égalité de traitement qui est essentiel à la fonction publique qui n'est pas respecté. Parce que les professeurs juniors n'auraient pas besoin de soutenir une habilitation à diriger des recherches. C'est donc un recrutement sans concours pour un agent contractuel de la fonction publique, ce qui est normalement pas possible pour les catégories A.
Ensuite, cette situation, elle va renforcer encore les inégalités femmes-hommes qui sont déjà importantes actuellement. Par exemple, dans ma discipline, la sociologie, sur le corps professoral, 2/3 des professeurs sont des hommes. Concernant les directeurs de recherche au CNRS, seuls 25% sont des femmes. Donc, sans ouverture massive de postes de titulaires, il faudra continuer à recruter des vacataires. Donc, ces attachés d'enseignement vacataires, ce sont elles et eux qui, aujourd'hui, permettent à l'université de tourner. Selon des chiffres du ministère, ils sont 127 000 vacataires en 2019. 20% d'entre eux effectuent un mi-temps de maître de conférence, c'est-à-dire qu'ils font énormément d'heures. En licence, ces vacataires, ils représentent parfois 70% de l'effectif des enseignants. Quand ces docteurs ou doctorants effectuent ces vacations, ils sont payés en dessous du taux horaire du SMIC. Leur salaire n'est pas mensualisé. En moyenne, ce salaire est versé 8 mois après le service d'enseignement. Ils n'ont pas de droits sociaux, ils n'ont pas de prise en charge des frais de transport. Ceux qui peuvent avoir un financement de leur thèse pendant qu'ils font ces vacations, ils sont très minoritaires puisque c'est seulement 1/3 des doctorants et de doctorantes qui sont financés pour leur travail de recherche. Donc vous voyez, la situation actuelle, elle engendre déjà beaucoup de précarité et cette précarité, elle va être exacerbée par un autre nouveau statut qui est introduit par la loi, qui est celui des contrats de mission scientifique. Donc c'est un CDD de droit public, c'est un CDD, je réaffirme CDD et pas CDI comme le souligne la loi, puisqu'il prendrait fin avec la réalisation du projet. Or, en règle générale, un projet de recherche est calqué sur des financements type ANR, donc c'est 2 ans, 4 ans. Mais moi, par exemple, j'ai été recrutée sur des postdocs de 6 mois. Donc, on peut avoir des périodes très, très courtes. Donc, ces contrats de mission scientifique, elles sont décrites de manière très succincte dans l'article 6 de la loi, mais aucune durée minimale n'est indiquée, donc ça pourrait être 1 mois. Aucune limite de reconductibilité n'est précisée, donc ça pourrait être reconductible très très longtemps. Il n'y a pas d'indication sur la rémunération minimale, ni sur les indemnités de licenciement. Pour la CJC, donc la Confédération des jeunes chercheurs, ces contrats sont une promesse de précarité à durée indéterminée. Donc, qu'est-ce que nous demandons concrètement? Des recrutements de postes de titulaires. Une estimation serait de 6 000 postes par an sur 5 ans. Donc, des recrutements de postes de maître de conférence et de chargé de recherche en lieu et place de ces statuts précaires. Ces recrutements, ils sont urgents. D'une part, pour réduire la précarité que j'ai décrite, pour réduire bien évidemment les effectifs dans les classes qui sont surpeuplées, et d'autant plus cette année où on a à la fois une augmentation considérable du nombre d'étudiants qui vont rentrer en licence et des nécessités sanitaires d'éviter les classes bondées. Mon second point est que le projet de loi déplore que les enseignants-chercheurs passent, et là je vais citer le texte, un temps considérable à accomplir des tâches administratives comme des dossiers de demande de financement plutôt qu'à produire des connaissances. C'est vrai, sauf que la logique, cette logique-là, elle va être accrue par ce projet de loi, puisque c'est le budget de l'Agence nationale de la recherche, donc de l'ANR, qui va être augmenté au lieu des financements récurrents. Alors pourquoi on considère que ces financements sont insuffisants? Parce qu'ils ne répondent pas du tout aux demandes de la communauté scientifique, ni aux engagements que la France a pris avec le traité de Lisbonne, puisque les financements publics prévus n'atteignent pas 1% du PIB. Il n'est pas prévu d'augmentation des financements récurrents des unités. Pour prendre un exemple concret, le virologue Bruno Canard, dont on a beaucoup entendu parler puisqu'il fait des recherches sur le coronavirus, il affirme que 95% du budget de fonctionnement de son laboratoire provient d'appels à projets. Ça veut dire que s'il n'obtient pas des appels à projets, il ne peut même pas financer le fonctionnement de son laboratoire. Au mieux, le gouvernement propose une croissance équivalente des budgets à celle des années précédentes, ce que montrera mon collègue Hugo Harari après moi. Cette projection de financement, elle engage ce gouvernement que pour 1 an, avec la somme la plus faible, puisque dans le programme 172, c'est 224 millions qui sont prévus en 2021, contre 3 milliards en 2030. Sauf qu'en 2030, qui sera au gouvernement, ça, on n'en sait rien. En tout cas, ils n'ont aucune sécurité que ça sera eux. Ce projet de loi, il consolide la logique inégalitaire des appels à projets et l'ANR, puisque le projet de loi en 2021, il propose que 66% des crédits budgétaires soient alloués à l'ANR.
Cette logique, elle va encore concentrer les financements sur quelques établissements. Actuellement, une vingtaine d'universités reçoit 80% des financements. Et à qui profitent principalement ces financements? À des chercheurs blancs, souvent de plus de 50 ans, ceux qui ont le réseau et la réputation internationale qui permet de décrocher ces appels à projets. Le taux de réussite d'un projet de l'ANR, il est très faible, encore plus que pour les projets européens. Il était de 14% en 2019. Pour répondre à un appel à projet, c'est beaucoup de temps. Ça coûte de l'argent. Parce qu'il faut des équipes pour aider à faire les montages budgétaires, à répondre à ces appels à projets. Donc parfois, on se retrouve dans des situations qui sont de répondre à un appel à projet local, donc de son université, qui permet de répondre à un appel à projet national de l'ANR, qui permet lui-même de répondre à un appel à projet européen, qu'à la fin, on n'obtient souvent pas. Donc voilà, beaucoup de temps perdu, beaucoup de temps qu'on aurait pu allouer à faire de la vraie recherche. Et encore une fois, je vais citer Bruno Canard. Sur 18 ans, il a obtenu 2 financements de l'ANR et toutes ces demandes depuis 2015 ont été refusées par l'ANR. Alors qu'on a vu que ça aurait pu être utile de continuer à travailler sur les coronavirus. En outre, cette logique de financement, elle pénalise les femmes des statuts les plus précaires jusqu'aux statuts les moins précaires, ceux de professeurs des universités. Comment on peut mesurer ça? Notamment par la très faible faible portion de femmes qui portent des projets ANR. En 2018, par exemple, elles étaient uniquement 23% pour les projets de recherche entre unités publiques et privées. Ou encore dans les commissions d'évaluation. Il y a très peu de femmes. Ensuite, comment on peut mesurer ce décrochage de la France? Eh bien, pour le CNESER, il est directement concomitant à la création de l'ANR. Donc, ce décrochage de la France au niveau international qui est déploré, il coïncide avec la création de l'ANR et l'accroissement de cette logique. Donc, pour conclure, et je vais le faire très rapidement, on demande des postes pérennes, donc 6 000 postes par an sur 5 ans pour éviter des amphibondés où parfois on a 1000 étudiants qui s'entassent, conditions qui permettent de respecter les consignes sanitaires en ce moment. Ces recrutements, ils permettraient de mettre fin à la grande précarité des vacataires. Ils exercent déjà ces métiers puisque ces vacataires, moi je le disais, je l'ai été pendant 5 ans, donc j'étais directement opérationnelle au moment de mon recrutement et c'est le cas de plusieurs centaines de milliers de vacataires. Le Conseil économique et social il demande 6 milliards d'euros pour atteindre l'objectif des 1% du PIB pour la recherche publique. Et où trouver cet argent? Avec le crédit impôt recherche qui coûte justement 6 milliards d'euros à l'État. Donc voilà, on demande des financements récurrents pour les universités et les laboratoires et des recrutements très très vite. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Harari Kermadec, s'il vous plaît. Oui, alors moi je voulais essayer de partager quelques graphiques. Allez-y. Que ça marche. Pour vous parler de la LPPR vu du point de vue des étudiantes et des étudiants et de l'évolution des populations étudiantes en France. Julien l'a dit tout à l'heure, mais il y a eu un accroissement très important du nombre d'étudiants et d'étudiantes en France depuis très longtemps. En fait, il n'y a aucune surprise à ça. À part dans les années 2000, c'est assez stable. Et donc, dans les années récentes, c'est très fort. Et ça conduit à une ouverture sociale dans les universités. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est l'accès des classes populaires et des bacheliers pro et technologiques aux universités. Et ça monte dans toutes les universités en première année de licence pour les données disponibles, c'est-à-dire jusqu'à 2017. Et puis après, il y a Parcoursup qui va arriver. Peut-être que les choses vont se refermer un peu dans certaines universités. Et donc, on a un taux de boursiers qui augmente, un taux de bacheliers professionnels et technologiques en L1 qui augmente. Ça, c'était la dynamique jusqu'à Parcoursup et puis jusqu'à la LPPR. Mais une des limites de ça, c'est que les budgets alloués aux universités, en particulier pour la licence, n'augmentent pas aussi vite. Et donc, on a un financement par étudiant qui a tendance à baisser. Alors, je vous ai mis ici en bleu les budgets actuels depuis 2018. Donc, on voit que ça croît. Si on continuait sur la même tendance, ça continue à croître. Pas assez vite pour correspondre au nombre d'étudiants,
Mais ce qui est prévu dans la LPPR, avec ces annonces qui semblent faramineuses, en réalité, c'est une croissance plus faible, ce qui fait qu'on va avoir un financement par étudiant qui va baisser encore plus vite que ce qu'il fait actuellement. Et actuellement, il a baissé de 10% en 10 ans. Donc, on voit bien qu'il faudrait un effort bien plus important, ne serait-ce que pour accompagner la hausse du nombre d'étudiantes et d'étudiants. L'autre élément qui est particulièrement grave, c'est que ce budget global insuffisant, il est très inégalement réparti et il est réparti à rebours, c'est-à-dire qu'au lieu de donner plus d'argent là où on aurait plus de besoins, on fait l'inverse. On donne plus d'argent en classe préparatoire qu'à l'université, par exemple, alors qu'évidemment, on a un accès social très différencié avec beaucoup plus de classes populaires à l'université, en particulier en licence. Et on a une inégalité très forte entre la licence et le master au sein des universités, et puis entre les disciplines aussi. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Une licence en sciences sociales, ça coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher que la moyenne, moins de 3 000 € par an et par étudiant, alors qu'un master en sciences, ça va coûter beaucoup plus cher, de l'ordre de 15 000 € par an et par étudiant. L'autre élément très important, c'est que la LPPR va renforcer ces inégalités-là en concentrant les financements de recherche, ce qui est dit tout à l'heure, les financements qui sont fléchés par l'ANR vont se concentrer sur peu d'établissements. Et ces établissements, ce n'est pas n'importe lesquels, c'est ceux où il y a plus de recherche, où il y a donc davantage d'étudiants en master, et ces étudiants, ce sont plutôt des étudiants d'origine favorisée. Et donc, on va avoir des inégalités. Là, je vous ai mis des chiffres qui sont vraiment minimaux d'écart, puisque c'est les chiffres moyens par établissement. On a 14 000 € par an et par étudiant à Paris 6, qui est une université du centre-ville de Paris qui fait beaucoup de recherche, et 7 000 €, la moitié, pour Paris 8 à Saint-Denis, qui est une université beaucoup plus populaire. Et puis, vous avez le gros financement d'excellence, qui est l'IDEX, qui va donner jusqu'à quasiment 1 milliard € pour quelques gros établissements, en particulier le mien, Saclay, et puis qui ne va rien donner du tout pour les 3/4 des établissements, qui sont ceux qui vont prendre en charge ces nouveaux étudiants en grande quantité, et donc qui n'auront pas ces financements additionnels. Donc, ce qui donne que les politiques d'excellence de recherche que va prolonger et approfondir la LPPR, ce sont en réalité des politiques de classe sociale, avec des financements qui sont fléchés vers les étudiants d'origine sociale favorisée et qui ne vont pas du tout là où on en aurait besoin. C'est vrai pour l'origine sociale, c'est vrai pour le type de filière du bac, avec les bacheliers pro, les bacheliers techno qui sont concentrés dans des établissements où il y a peu de moyens, mais c'est vrai aussi du point de vue du genre, avec plus de femmes dans les universités à catégorie sociale populaire, plutôt en licence. Et donc, on va aussi aggraver les inégalités de genre avec ce type de financement. Ce que je voulais faire ensuite, c'était surtout montrer ça, autant que j'en suis capable, avec quelques graphiques qui placent des universités, alors pas toutes parce qu'il y en a beaucoup trop, suivant un axe d'ouverture sociale. Donc, vous avez ici à gauche des établissements avec des classes sociales plutôt favorisées, et puis à droite, plutôt populaires. Donc, vous avez ici, Paris 13, par exemple, qui est en banlieue nord parisienne, Paris 8, Saint-Denis, dont on parlait tout à l'heure. Puis ici, la Guyane, qui est l'université la plus populaire en France. Et Paris 6, dont je parlais tout à l'heure, qui est de l'autre côté, complètement à gauche. Et puis le deuxième axe vertical, c'est plutôt des facultés de sciences en haut ou des facultés de sciences sociales en bas, parce que c'est lié avec le coût. C'est un peu plus cher d'enseigner en sciences dures avec éventuellement un laboratoire qu'en sciences sociales. Alors ça, c'est les universités. Il y a beaucoup d'écarts. Si on rajoute les grandes écoles, évidemment, l'écart s'approfondit. C'est un écart d'origine sociale des étudiants. Donc, on a évidemment des étudiants d'origine plus favorisée à HEC qu'à Saint-Denis. Mais ce qui est intéressant, c'est que les ENS sont aussi des établissements où la méritocratie est en réalité une méritocratie sociale. Les concours vont choisir plutôt des étudiants d'origine très favorisée. Et l'établissement le plus sélectif socialement, le plus fermé, c'est Polytechnique. Et puis suivi par quelques autres grandes écoles d'ingénieurs. Voilà. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est que depuis 2007, la polarisation, c'est-à-dire l'écart sur cet axe horizontal, la distance entre Polytechnique et Paris 13, par exemple, s'accroît, et s'accroît très fortement. Et la LPPR va approfondir encore fortement ça. Je pense Parcoursup aussi. Mais ce n'est pas nouveau et c'est déjà une évolution qu'on voit depuis une dizaine d'années.
Et l'autre élément que je voulais montrer, c'est les financements d'excellence, les financements de type ANR et encore plus les IDEX, vont uniquement vers les établissements qui ont des étudiants d'origine favorisée. Donc là, vous avez l'axe vertical ici qui est le milieu. Donc de ce côté-là, on a des universités, des établissements avec plutôt des étudiants d'origine favorisée, de l'autre côté, plutôt populaire. Les financements IDEX, qui sont les gros financements pour les grandes universités qui doivent rayonner dans Shanghai, sont toutes du côté des étudiants d'origine favorisée. Et si on rajoute les autres universités, on voit qu'elles sont de l'autre côté. Pas de surprise. Du côté des étudiants d'origine populaire, il n'y a pas de financement d'excellence. Dernier graphique dans cette idée-là, c'est les établissements classés à Shanghai. Incroyable surprise, sont aussi exactement du même côté. Et donc, on a un recouvrement, en fait, et un fléchage des financements d'excellence vers ces établissements à population étudiante favorisée. Ce que la LPPR va renforcer et compléter, puisqu'elle va reprendre en fait les mêmes indicateurs et les mêmes logiques que la bibliométrie dont parlait Julien tout à l'heure et que le classement de Shanghai rend extrêmement visible. Voilà, on peut s'attendre enfin, on voit déjà, et on va s'attendre à ce que ça s'approfondisse, de plus en plus un financement public par étudiant qui est inversement proportionnel aux besoins et à l'ouverture sociale des établissements. Je vous remercie, ça fait froid dans le dos. Non, mais il faut se dire les choses. J'aurais voulu avoir votre avis à chacun sur les passerelles qui sont créées entre la recherche publique et les entreprises. Je pense aux articles 13 et 14 de la LPPR, notamment sur le cumul d'activités et l'ouverture aux entreprises privées. C'est permettre plus de possibilités d'aller vers le privé, permettre plus de possibilités d'avoir des docteurs qui créent des startups, plus de possibilités pour des enseignants-chercheurs de créer des petites entreprises. Comme ça permettrait par exemple de ne pas revaloriser le point d'indice, donc d'aller chercher de l'argent ailleurs. C'est pas des choses qui ont été exprimées comme des besoins des enseignants-chercheurs et des chercheurs, d'avoir plus de passerelles vers le privé. Dans la LPPR, on entend souvent qu'il y a eu une grande consultation, de la part du gouvernement qu'il y a eu une grande consultation, des prises en charge des demandes. La demande de plus de liens avec le secteur privé, elle n'émanait pas, à ma connaissance, de grandes demandes faites par les enseignants-chercheurs. Donc, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter sur ce point, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui a émergé des grandes demandes des sociétés savantes, par exemple. Je vous remercie. Monsieur Gossin ? Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense que l'effet principal du fait que c'est pas une demande de la majorité des chercheurs dans le public, c'est que ça va faire flop. En réalité, les politiques de transfert de connaissances et de mix public-privé, ça fait longtemps qu'on essaie de les mettre en place et puis on voit que ça reste tout à fait à la marge. Hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, sans la LPPR, un chercheur qui a une idée géniale, qui pourrait devenir rentable, n'a pas vraiment de problème à aller voir une SAT ou n'importe quelle structure, y compris régionale, qui vont aider à transférer ça et en faire un produit marchand. Donc, ouais, je pense que voilà, dans 5-10 ans, si on fait le compte, ça aura servi à quelques centaines de cas, peut-être quelques milliers, mais quelque chose de tout à fait invisible dans l'économie globale. Je vous remercie. Monsieur Harry Kermedek ? Moi, je pense que c'est comme le reste, hein, une politique de premier de cordée, avec l'idée qu'il y a quelques individus qui sont ceux qui vont vraiment compter, à qui il faut ouvrir toutes les possibilités, et c'est des premiers de cordée qui vont suivre une corde qui mène à du profit privé et à une instrumentalisation marchande de la recherche publique. Et donc, ça va concerner quelques établissements et quelques laboratoires qui vont pouvoir cumuler comme ça des sources de financement.
Et c'est aussi dans la logique du classement de Shanghai, hein, venir d'un établissement qui est bien classé dans le classement de Shanghai, ça facilite la communication avec les grandes multinationales. On est identifié, indépendamment de sa production personnelle, hein, mais on a un beau label marketing. Et du coup, là, on va pouvoir aller démarcher ou être démarché par des entreprises. Et par contre, tout le reste de l'enseignement supérieur et de la recherche, où il y a beaucoup plus de choses qui sont produites, beaucoup plus de besoins, là, ça ne sera pas du tout utilisé ou nécessaire. Et voilà, on a une politique de plus qui va aggraver les inégalités et polariser le système. Alors avec la crise de la Covid, on aurait pu s'attendre à une prise de conscience. On y a un peu cru à un moment où Emmanuel Macron et le gouvernement revenaient à dépenser un petit peu plus collectif de fonctionnement au niveau de la société, en tout cas dans les mots, et des déclarations presque d'amour envers la recherche notamment. Et dans les faits, on a un projet de loi LPPR qui en réalité accentue la mise en concurrence entre les chercheurs et ne répond pas aux attentes. Est-ce que pour vous, ça manque de vision de la recherche? On a l'impression que c'est la course à la rentabilité. Alors Emmanuel Macron, c'est dans sa vision idéologique, hein, c'est pas étonnant de sa part, qui parlait de Startup Nation. Là, on a la même vision de la recherche et notamment de la recherche publique. Vous parliez du temps perdu tout à l'heure pour répondre aux appels à projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, dans la recherche et notamment dans la recherche fondamentale et en sciences humaines, pourquoi il faut du temps? Pourquoi le facteur temps non lié à la rentabilité immédiate, c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, en réalité, quand on répond à des appels à projets, il y a deux possibilités. Soit on est très fort, on a beaucoup d'imagination et on invente ce qu'on pourrait peut-être trouver un jour et on essaye de fabriquer une histoire convaincante. Soit, en fait, on propose ce qu'on a déjà trouvé. Et il y a toute une organisation, je pense surtout en sciences dures et expérimentales, où on va en parallèle, on avance des recherches, faire des projets qui viennent financer les recherches qui ont déjà été faites. Et donc, il y a un côté un peu cavalier comptable. C'est un peu ce que disait Elodie aussi tout à l'heure, hein, où il faut tout le temps trouver les financements pour assurer ce dans quoi on s'est lancé, quoi, avec le risque de faire faillite. Et je pense que la LPPR prépare un peu ça, hein, prépare qu'il y a un certain nombre de laboratoires qui disparaissent et qui se retrouvent dans des situations financières impossibles. Mais si on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver, c'est difficile de présenter un projet et surtout, on ne peut pas savoir combien de temps on va mettre. Et un des éléments extrêmement brutaux qu'il y a dans le mode de financement par ces agences, et qui vont être généralisées avec la LPPR, hein, c'est le fait qu'on doit préparer ça comme une société de conseil vend des services de conseil, où on va dire combien d'heures on va travailler, combien de personnes, comment ça va s'organiser pendant la période du projet, comme si c'était une production industrielle et on l'avait déjà fait 25 fois et on pouvait le faire une fois de plus, quoi. Alors que toute l'idée de la recherche, c'est que c'est différent à chaque fois. On ne sait pas ce qui va marcher, on ne sait pas quelle est la bonne méthode, on ne sait pas d'où va sortir à l'avance. On a des idées de vers où on cherche, mais un certain nombre de choses ne marchent pas. Et ça, on peut difficilement le facturer a posteriori ou le justifier aux financeurs. Donc, c'est cette liberté et cette capacité à échouer qui fait que la recherche, des fois, fonctionne, quoi. Et c'est la raison aussi pour laquelle cette idée de concurrence ne marche pas du tout. C'est-à-dire que si tous les laboratoires qui se lancent dans un projet qui termine en impasse disparaissent parce qu'ils font faillite, on va se retrouver avec uniquement les personnes dont parlait Elodie tout à l'heure, hein, des chercheurs âgés, en général masculins et blancs, et d'origine sociale favorisée, qui ont réussi à un moment pour une raison ou pour une autre, et qui sont en place, et qui peut-être ne sont pas les plus innovants et les plus productifs, parce que tout ce qu'on fait, c'est récompenser en fait, la position de pouvoir qui a été acquise, quoi. Madame Morda-Chauvin? Oui, je voudrais ajouter que pour les sciences sociales, en fait, ça a un effet pervers, et notamment sur les femmes, ça a été documenté dans certains articles,
disent que pour éviter en fait de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie à répondre à ces appels à projets que souvent on n'obtient pas, ce qui n'a rien à voir avec la qualité scientifique de la recherche. Bruno Canard, il donnait un exemple en disant voilà, cette année, j'ai eu une évaluation dithyrambique de mes recherches sur les coronavirus, donc il met des extraits, et dit par contre, c'est exactement le même projet que je soumets depuis 5 ans. Et les années précédentes, on me disait que c'était pas intéressant, que voilà, c'était pas digne d'être financé. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit bon ou pas bon. Mais du coup, qu'est-ce que ça a comme effet? Eh ben, qu'on va se dire, on va mener une recherche moins ambitieuse sur des terrains moins lointains. Là, je parle des sciences sociales. On ne va pas se lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Je parle par exemple pour les doctorants. On va aller vers des projets qui sont moins ambitieux et qui n'auront pas besoin de passer par ces appels à financement. Un autre exemple concret, moi j'ai répondu à un appel à projet au sein de mon université, donc qui donnait une relativement petite somme, surtout par rapport aux sciences expérimentales, c'était 2 000 euros. Avec 2 000 euros, je ne pouvais pas publier une traduction d'un ouvrage tiré de ma thèse en espagnol, qui était ce qui m'intéressait. Je peux aller à quelques colloques et pas vraiment très lointain. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? De recentrer mes recherches sur un terrain plus proche. Avant, je travaillais sur l'Argentine et le Mexique. Maintenant, je me recentre sur la France parce que comme ça, je vais éviter de passer par des appels à projets chronophages. Les politiques culturelles sur l'Amérique latine, ce n'est pas quelque chose de super vendeur dans la Startup Nation. Et puis aussi parce que dans mes financements récurrents de laboratoire, j'ai 1 000 euros par an. Et encore, je suis dans un laboratoire qui est bien doté. Mais du coup, avec 1 000 euros par an, un billet d'avion pour le Mexique, c'est déjà 700 euros. Donc voilà, du coup, ça oblige à modifier nos pratiques de travail. Je vous remercie. Monsieur Gossa? Oui, deux choses à ce propos. Alors, à la base, les appels à projets, c'était une demande qui a été faite au moment de Selon la recherche. Et l'idée était de dire, on fixe des budgets récurrents suffisants pour que tout le monde puisse travailler pendant 5 ans, par exemple. Mais il y a des besoins qui peuvent arriver, qui n'ont pas été prévus sur ces 5 ans. Et donc, pour ça, on a besoin d'un mécanisme additionnel qui est l'appel à projet qui permet de répondre beaucoup plus vite. Bon, en réalité, ça fonctionne s'il y a un équilibre, c'est-à-dire s'il y a effectivement des budgets récurrents qui permettent de travailler suffisamment, et ça fonctionne aussi si les appels à projets sont suffisamment réactifs, ce qui n'est pas nécessairement le cas à l'heure actuelle. En réalité, je pense, et donc là on voit bien que la LPPR fait le choix de renforcer les appels à projets et d'augmenter le préciput pour que ces appels à projets puissent alimenter le récurrent, quoi. Donc on voit un circuit complètement détourné alors qu'on aurait un circuit évident qui est juste d'augmenter le récurrent. Alors pourquoi ce choix-là, à mon sens, c'est parce que le pouvoir de contrôle sur les ressources est différent. C'est-à-dire que sur les budgets récurrents, le pouvoir de contrôle sur les ressources va être très proche de la base. C'est-à-dire s'il n'est pas directement au niveau du chercheur, il va être au niveau du chef d'équipe ou peut-être au niveau du chef de labo avec un chapeautage au niveau de la présidence de l'université. Dans les appels à projets, le centre de décision de distribution des ressources est ailleurs. Il est à l'ANR. Ce qui va permettre effectivement de faire ce qu'on appelle du gouvernement à distance, c'est-à-dire de modifier les travaux des chercheurs. C'est-à-dire que si l'ANR, c'est-à-dire au niveau national, les gens qui décident des orientations stratégiques ne sont pas du tout intéressés par les sciences sociales au Mexique, il suffira de réduire les financements des gens qui travaillent sur le Mexique à 2 000 euros. On sait qu'ils ne pourront pas y aller et donc ils vont se recentrer sur autre chose. Donc voilà, c'est vraiment du pilotage à distance de la recherche avec un effet premier qui est censé être de pouvoir centrer les recherches sur les secteurs stratégiques de l'État et un effet second qui est l'assèchement de tout un tas de disciplines, de thématiques qui sont extrêmement vastes, dont on ne sait pas encore à quel point elles vont être importantes, et qui, comme elles ne sont pas dans les radars des décideurs, ne seront pas financées. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que je peux Oui, reprendre je vous en prie, allez-y. Oui, je suis tout à fait d'accord. En plus de produire des effets sur les disciplines et les sujets, ça va produire des effets très graves sur les établissements. Et il y a tout un paquet d'établissements qui ne seront jamais financés comme ça, puisqu'ils obtiennent très peu de financement ANR, donc ils obtiendront très peu de préciput pour compléter le budget de base. Et
c'est que le Times Higher Education, qui est un des journaux spécialisés sur l'enseignement supérieur, a évalué le coût des appels à projets européens dans le cadre des projets appels pour 2020. Donc, sur plusieurs années, je crois que c'est 4 ou 5 ans. Le total au niveau européen d'argent dépensé en vain, candidaté sans obtenir de financement, c'est 6 milliards. Donc, pour la France, ça doit être une partie importante de ça, au moins un demi-milliard, quelque chose comme ça. Et sans parler du coup des projets qui sont déposés à l'ANR et qui ne fonctionnent pas et qui sont encore plus nombreux, puisque le taux d'échec à l'ANR est plus important qu'au niveau européen. Donc ça, c'est du temps de perdu et de l'argent de perdu et qui ne permet pas d'avoir des recherches qui avancent pendant ce temps-là. Je vous remercie. Je voudrais vous demander si pour vous, il faut supprimer le CIR et l'ANR ou si vous pensez plutôt qu'il faut les aménager. Moi, je crois que le crédit impôt recherche, il faudrait simplement l'appeler par son nom, c'est-à-dire c'est une subvention aux entreprises et la recherche, puisque c'est essentiellement détourné. Et pour le coup, ça permettrait de voir à quel point il manque de financement de la recherche en général, qu'elle soit publique ou privée en France. Et on verrait le trou colossal qu'il y a par rapport à d'autres pays, qui est un peu déguisé par le fait qu'on appelle crédit impôt recherche des crédits qui en même temps sont des subventions. Et pour l'ANR, je suis assez d'accord avec ce que disait Julien à l'instant. Hein, si on réduit l'ANR à un financement complémentaire de court terme pour certains sujets qui apparaissent, comme par exemple en pleine épidémie de Covid, on peut se poser des nouvelles questions qu'on n'avait pas prévues et qui deviennent prioritaires par rapport à des projets qui étaient déjà lancés, pourquoi pas. Mais là, évidemment, on fait l'inverse. On est en train de faire de l'ANR la norme et des financements récurrents un archaïsme en voie de disparition. Je vous remercie. Madame Borda-Chauvin ? Oui, juste une précision, c'est ce crédit impôt recherche, il n'est pas du tout évalué. Il n'est pas évalué, on voit que ça ne fonctionne pas. On peut mettre comme entreprise ce qu'on veut derrière ce recherche et développement et on voit qu'il est très peu évalué contrairement aux enseignants-chercheurs qui sont très évalués. Là, cette mesure, elle n'est pas du tout évaluée. Et ensuite, l'ANR, effectivement, dans la logique dans laquelle elle a été créée, comme l'expliquait Julien, oui, elle peut être intéressante, mais en tout cas, pas avec des financements comme ceux qui sont pensés actuellement. Je rappelle le chiffre, c'est plus de 66% des crédits complémentaires qui seraient alloués à l'ANR et 52% de ceux de 2022. Donc, c'est beaucoup trop quand on constate que des laboratoires ne peuvent pas fonctionner sans appel à projet. Je vous remercie. Monsieur Gossin ? Alors, sur le CIR, moi je suis plutôt pro-CIR en réalité. Alors, j'étais expert CIR, donc j'ai vu beaucoup d'entreprises en faire. Je pense qu'il est très mal utilisé, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment avoir une utilisation beaucoup plus efficace exactement des mêmes moyens, avec des mesures assez simples. Typiquement, que chaque projet CIR soit associé à au moins un docteur, sinon un universitaire. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est une niche fiscale avant d'être un dispositif de recherche. Voilà, c'est ça le souci. On l'utilise en fait de façon politique pour montrer que l'argent est là. C'est-à-dire que si on voulait avoir 6 milliards, on pourrait avoir 6 milliards. Mais je ne suis pas pour la suppression du CIR. Pour l'ANR, c'est plus compliqué parce que les collègues de l'ANR font quand même du très bon boulot, il faut le dire. Ce qui montre aussi que c'est pas un problème de qualité des gens qui travaillent. C'est un problème beaucoup plus structurel. C'est structurellement en France, quand on fait rentrer quelque chose comme l'ANR, les décideurs vont massivement l'utiliser parce que c'est un outil qui est adapté pour les décideurs, alors que les financements récurrents ne sont pas du tout adaptés aux décideurs. Donc, je suis pas sûr du tout que l'ANR soit amendable. Je pense qu'il y a une vraie question stratégique à se poser, c'est-à-dire est-ce que finalement, pour ces appels à projets, il n'y a pas des acteurs qui sont beaucoup mieux adaptés que le MESRI. Je pense par exemple aux régions ou au ministère de l'économie. C'est-à-dire, est-ce que les appels à projets pour l'université et la recherche ne devraient pas provenir uniquement de ministères qui ne sont pas celui des universités? Et est-ce que le ministère des universités ne devrait pas se limiter justement au budget récurrent pour contrebalancer tous les effets des projets, des appels à projets qui viennent par ailleurs? Voilà, ça serait plutôt ma proposition.
Je vous remercie. Je voudrais vous poser une question sur les évaluations telles qu'elles sont prévues dans le projet de loi LPPR. Je voudrais avoir votre avis là-dessus et savoir ce que vous souhaiteriez comme système si ça ne vous convient pas. Madame Borda-Chauvin. Alors, je partirai de la situation actuelle. Donc, les enseignants-chercheurs sont évalués par rapport à leur nombre de publications, par rapport à leurs heures de cours. Ils sont évalués par l'HCERS sur tous les 4 ans, la quadriennale. Ils sont évalués au moment où ils présentent des appels à projets. Donc, ils sont évalués aussi par leurs étudiants, par la hiérarchie. Donc, on n'est pas contre l'évaluation. Par contre, c'est par qui elle est menée. Si c'est de donner plus de pouvoir à l'HCERS qui en a déjà beaucoup. Pour rappel, il y a une campagne de candidature collective qui a été lancée. Ces candidatures, elles ont été refusées et la personne qui évalue ces candidatures était la personne qui candidate à ce poste, qui est vraisemblablement la personne qui sera nommée à la tête de l'HCERS. Donc, c'est pour qui et par qui cette évaluation. Et donc, la LPPR renforcer le pouvoir de la CERS, elle va renforcer l'intromission du politique dans l'évaluation et dans la recherche. C'est plus de pouvoir donné au cabinet du Premier ministre pour fixer les grands axes de la recherche, les grands axes stratégiques. Et c'est des objectifs qui vont être assez court-termiste parce que fixé sur l'agenda politique, sur ce qui est dans l'air du temps, ce qui peut rapporter de l'argent, qui ne sont pas du tout en fait les attentes, les besoins et les logiques de l'enseignement supérieur et de la recherche et des universitaires. Je vous remercie. Monsieur Harari Kermadec. Oui, alors moi je voulais prendre un exemple dans le cadre de la construction de l'université Paris-Saclay. J'étais en conseil d'administration de l'ENS à l'époque. Et dans les indicateurs de la construction, qui étaient impératifs, il fallait mettre en place des évaluations des enseignements par les étudiants. Très bien, pourquoi pas. Sauf que ces évaluations sont les mêmes pour toutes les disciplines, pour tous les établissements de l'université Paris-Saclay, donc qu'on soit dans une école d'ingénieur, qu'on soit en L1 de sociologie, ou en master de physique nucléaire, on a exactement la même grille qui est incroyablement abstraite, assez difficile à remplir. Et du coup, la question qui se pose, c'est à quoi sert cette évaluation ? Elle ne sert absolument pas à améliorer son cours, puisque on ne sait pas qu'est-ce qui, dans mon cours de statistique en L3, pose problème si c'est une grille qui peut marcher aussi pour un master de physique nucléaire ou un L1 de sociologie. Parce qu'en fait, ce à quoi elle sert, c'est à comparer ma note, mon évaluation par les élèves, avec celle d'un collègue ou d'une collègue qui fait peut-être quelque chose de complètement différent. Et de pouvoir identifier des enseignants qui sont bien évalués par les étudiants et d'autres qui le sont moins bien pour les manager. Mais il ne s'agit absolument pas d'améliorer le contenu du cours. Moi, comme tous mes collègues, on a des échanges avec nos étudiants, on a des évaluations plus ou moins formalisées. Moi, je leur passe un questionnaire, mais aussi un échange plus direct. On discute de la réalité de mon cours et j'essaie de modifier ce qui leur pose problème, si ça a été trop vite, trop doucement, etc. Ce n'est pas quel est le pourcentage de TD auquel vous avez assisté, est-ce que ça vous semble adapté au cours magistral, qui sont des choses, je ne sais pas quoi faire après. Si on me dit qu'il y a 45% des étudiants qui pensent que oui, et l'année d'avant c'était 43%, est-ce que ça s'améliore, ça s'arrange ? Et c'est pareil pour la recherche. Est-ce que on va avoir un échange approfondi avec des collègues qui sont spécialistes de notre sujet en recherche, qui ont lu ce qu'on fait, qui ont un avis sur comment ça pourrait évoluer, qu'est-ce qu'on fait en permanence avec nos collègues proches et des collègues un peu plus lointains, ou est-ce qu'on va avoir une note qui est faite le plus vite possible avec des experts qui, malgré ce que dit Julien, vont se retrouver à avoir de moins en moins de temps pour évaluer de plus en plus de gens et donc vont fabriquer des indicateurs quantitatifs très superficiels, peut-être pas aussi superficiels que le classement de Shanghai, mais enfin quand même de plus en plus superficiels. Et donc là, l'enjeu, c'est de comparer quantitativement et de pouvoir dire le laboratoire d'Élodie est 2 fois meilleur que le laboratoire de Julien, même s'il y en a un qui fait de la sociologie et l'autre de l'informatique.
Et donc, on va donner 2 fois plus de moyens, indépendamment de pourquoi faire. C'est les bons ont de l'argent, ils se débrouilleront. Les mauvais n'ont pas d'argent, ils vont disparaître. Mais on n'améliore rien, quoi. Alors que la logique d'une évaluation qualitative, c'est d'avoir un échange scientifique. C'est plus long, c'est peut-être un peu plus cher, c'est absolument certainement plus efficace. Je vous remercie. Je voudrais un petit mot de conclusion de votre part et je voudrais savoir pour vous quel est le sens dans son travail, dans l'accomplissement de ses missions pour un chercheur aujourd'hui. Je pense notamment aux jeunes, mais même à vous-même. Et qu'est-ce que vous préconiseriez pour améliorer la situation de la recherche? Oui, c'est une question très large. Alors effectivement, il y a un vrai risque de perte de sens, hein. Alors, probablement, on est en train de perdre du sens dans nos métiers. En tout cas, c'est ce qu'on constate autour, même si on le mesure jamais. Pour revenir sur la question de l'évaluation, on évalue toujours les chercheurs, éventuellement les labos, les universités. On n'évalue jamais les politiques de recherche. Donc on ne sait pas, quel est l'impact de toutes les politiques qu'on a mis en place les 20 dernières années sur les chercheurs et sur la production de la recherche. Les quelques rapports qu'on a, qui vont venir de la Cour des comptes ou de l'IAENR, montrent systématiquement l'absence d'effets positifs et l'échec à atteindre les objectifs qui avaient été fixés dans la loi. Donc, moi, je suis assez, si on doit faire de l'évaluation, de déporter l'évaluation, non plus sur les gens qui pratiquent la recherche, mais plutôt sur les gens qui dirigent la recherche, qui managent la recherche. Et je pense, alors c'est pas, je dis pas ça comme une forme de vengeance ou ce type de choses, hein. Je dis ça parce que je pense que c'est vraiment la bonne approche, c'est-à-dire que un dirigeant va prendre des décisions qui peuvent avoir des impacts énormes, alors qu'en réalité, un chercheur dans son coin, l'impact est quand même très limité, hein. C'est seulement sur sa recherche. Donc, centrons l'évaluation sur les choses qui ont le plus de conséquences, le plus d'impact, afin de les améliorer. Je vous remercie. Monsieur Harry Kermadec? Alors, moi, j'étais mathématicien, j'ai fait une thèse de mathématiques et j'ai décidé d'arrêter de faire de la recherche dans cette direction-là. Peut-être parce que je n'étais pas très très bon, mais surtout parce que j'avais l'impression que ça n'était jamais lu par personne, que ça ne servait à rien, à part à produire des articles, un peu d'évaluation peut-être. Je crois qu'il y a mon directeur de thèse et peut-être 1 ou 2 collègues qui suivaient mon sujet en France. Et je suis passé du côté de l'économie parce que j'avais l'impression qu'il y avait une demande sociale beaucoup plus forte et qu'il y avait un manque très important de lecture de l'enseignement supérieur en économie, de compréhension de cet objet-là, autre que dans une approche néolibérale. Et donc, il y avait, et qu'il y a toujours, des mobilisations, des étudiants, des étudiantes qui ont un avis, des députés, des collègues, mais qu'il y avait peu de ressources académiques pour ça. Et donc voilà, j'essaie d'apporter ma part et de compléter. Et j'avoue que j'ai beaucoup plus de retours que quand je faisais des stats. Donc j'ai l'impression que ça a un sens. Je vous remercie. Madame Borda-Chauvin? Moi, je voudrais revenir sur le fait que le modèle français d'enseignement supérieur et de la recherche, il est déjà attractif. Il est tellement attractif qu'on a un professeur du MIT, prix Nobel d'économie, qui vient d'être recruté au CNRS, que cette exception scientifique française, elle repose sur la stabilité des emplois. Et c'est cette stabilité des emplois avec un statut protecteur de fonction publique, c'est ça qui attire en fait et qui attire à la fois en France et à l'international. C'est ce qui garantit cette liberté scientifique. Et pour garantir cette liberté, il faut des financements suffisants et surtout pérennes. Et donc, ce qu'on demande là, tout de suite, c'est des financements ambitieux et surtout des recrutements. Donc, 6 000 recrutements cette année, encore une fois, avec des gens qui sont déjà formés, qui sont déjà en train de faire ce travail. Donc, c'est très facile de les recruter et ça permettrait d'accueillir ces nouveaux étudiants dans des conditions dignes et puis conformes aux besoins de distanciation sociale pour la crise sanitaire
actuelle. Donc voilà, plus de postes et plus de moyens tout de suite, pas dans 10 ans. Plus de considération peut-être et d'indépendance pour certains domaines dans la recherche. Je vous remercie beaucoup pour cette audition. Merci à vous. Bon courage. Merci.